J'ai l'impression que c'était hier et pourtant, parfois on dirait une autre vie, une autre fin. Je me souviens d'être assise là, sur cette chaise dure, mes mains crispées au bord de la table. Mes jointures blanchissaient, ça faisait mal, mais je ne sentais presque rien d'autre que la peur. Cette peur lancinante qui m'avait habité pendant 5 longues années. En face, Pierre Leblanc, mon futur ex-mari riait. Un rire sec, arrogant. Ses yeux, lourds de mépris, me fixaient comme si j'étais un insecte qu'il allait écraser. À ses côtés, Charles Dupont, l'avocat le plus redouté de Paris, le boucher du barreau, comme on le surnommait. Un nom qui m'avait donné des frissons quand j'avais cherché de l'aide, avant que chaque cabinet d'avocats de la ville ne me claque la porte au nez. Pierre pensait que ce divorce n'était qu'une formalité. Une petite pièce de théâtre avant de regagner son penthouse où, je le savais, Sophie, la dernière en date, l'attendait déjà. Il avait bloqué tous mes comptes, annulé mes cartes, s'était assuré que personne n'oserait me défendre. Regardez-la, je l'avais entendu murmurer à Charles, sa voix pleine de dédain. Pas d'argent, pas d'avocat, pas de famille. Elle croit pouvoir divorcer de moi. Je la ferai supplier de revenir à genoux. Il avait même dit à la juge que j'étais une orpheline inutile, incapable de subvenir à mes besoins, et encore moins de payer un avocat. Et sur le coup, c'est exactement ce que je me sentais être. J'avais levé les yeux vers la juge Agnès Lefebvre. Ses cheveux argentés et son regard perçant balayaient la salle. Elle semblait inébranlable, mais même elle ne pouvait rien faire si je n'avais personne pour me représenter. C'était la fin. La certitude, froide et lourde, s'était installée dans ma poitrine. J'allais perdre. Tout. Ma dignité, ma liberté, le peu d'espoir qu'il me restait. Je fermai les yeux un instant, imaginant la scène terrible où je devrais, une fois de plus, m'humilier devant lui. La salle d'audience était silencieuse, on n'entendait que le léger bruissement des papiers. L'air était lourd, saturé de mon angoisse et de son triomphe. Mais alors, comme un coup de tonnerre qui déchire un ciel clair, les portes de la salle se sont ouvertes. Et le monde a basculé. C'était il y a 5 ans, je crois, ou peut-être un peu plus. Les souvenirs se mélangent un peu, surtout ceux de cette période, tout est flou, teinté de gris. J'avais 22 ans à l'époque et je rentrais d'un de mes derniers services de nuit dans un petit café près de chez moi. Je me souviens de la pluie, un vrai déluge, de celle qui nettoie les rues de Paris, mais qui vous transforme aussi en une âme solitaire perdue dans la foule. Des éclairs ébrinent le ciel de la capitale. Le tonnerre grondait au-dessus des toits haussmanniens. Je marchais vite, les têtes baissées, ma mince veste ne me protégeant que partiellement du froid piquant et de l'humidité. En passant devant l'angle de la rue de Rivoli et de la rue Saint-Honoré, j'ai vu. Dans l'ombre d'une petite ruelle sombre, à peine éclairée par un réverbère défaillant, il y avait un homme, immobile. Le sang noir dans la nuit se mêlait à l'eau de pluie, formant une mare effrayante qui s'étendait sous lui. Mon cœur a fait un bond. Mon premier réflexe a été la peur, bien sûr. C'est Paris, après tout. On apprend à ne pas s'immiscer, à fermer les yeux sur ce qu'on ne veut pas voir. Des centaines de personnes avaient dû passer avant moi, c'est sûr. Personne n'avait arrêté. Mais à cet instant précis, j'ai entendu la voix de ma grand-mère dans ma tête. Douce, apaisante, comme les après-midi passés dans notre petite maison en banlieue. Elle m'avait élevé seule après la mort de ma mère quand j'avais 10 ans et l'énigmatique disparition de mon père, Thomas. Il y a 2 sortes de gens dans ce monde, Marie, disait-elle avec son accent chantant. Ceux qui piétinent les autres pour avancer et ceux qui s'arrêtent pour aider. Soit la deuxième sorte, peu importe à quel point le monde te malmène. C'était la seule famille qui me restait, le seul amour inconditionnel que j'ai jamais connu. Elle était décédée il y a 3 ans, et ces mots étaient restés gravés en moi comme un tatouage indélébile. Alors j'ai arrêté. J'ai hésité une fraction de seconde,
sentant la fatigue de ma nuit de travail, le froid, la peur. Puis je me suis agenouillé à côté de cet inconnu. J'ai retiré ma veste, elle n'était pas grande, mais c'était tout ce que j'avais, et je l'ai pressée sur ses blessures, essayant d'arrêter l'hémorragie. Mes mains tremblaient, mais je me suis forcé à respirer profondément. « N'aie pas peur », avais-je murmuré, ma voix fragile mais ferme. « Je ne te laisserai pas. » Je suis resté là 15 minutes, parlant sans relâche de tout et de rien pour qu'il ne perde pas connaissance, jusqu'à ce que la sirène d'une ambulance ne retentisse au loin, perçant le bruit de la pluie. Puis, je suis parti, sans donner mon nom, sans demander quoi que ce soit. Je me suis fondu dans la pluie comme si je n'avais jamais été là. Un petit acte anodin, perdu dans une nuit parisienne. Du moins, c'est ce que je croyais. Revenons à ce matin de printemps, dans la salle d'audience. Le fracas des portes. Un homme est entré, grand, imposant, avec une démarche calme, mais qui résonnait dans le silence. Son costume noir sur mesure, sans un pli, dessinait une silhouette puissante. Ses cheveux sombres étaient impeccablement coiffés en arrière, révélant un visage aux traits durs et des yeux, ses yeux, de la couleur de l'acier refroidi. Aucunement expressif, froid, immobile. La puissance émanait de cette immobilité terrifiante. C'était Julien Martel. À sa droite marchait un homme plus jeune, 34 ans peut-être, aux traits fins, portant des lunettes à monture noire, une épaisse maillette en cuir fermement tenue. Derrière eux, deux assistants en costume sombre formaient un triangle impeccable, comme des gardes du corps protégeant une personne d'importance capitale. La salle entière semblait avoir retenu son souffle. Personne n'a réagi aussi violemment que Charles Dupont. Le stylo qu'il tenait est tombé sur la table avec un bruit sec. Ses doigts se sont mis à trembler. Le visage autrefois surnommé le boucher du barreau parisien est devenu livide, comme s'il avait vu un fantôme. Il a murmuré à Pierre, sa voix rauque, à peine audible. « Mon Dieu, ce n'est pas possible. » Pierre, le visage froncé, regardait l'homme s'avancer dans l'allée. Qui était-il pour inspirer une telle terreur, même au redoutable Charles Dupont? Charles ne répondit pas. Je crois qu'il était trop absorbé par ses propres démons. Dans son esprit, je suis sûr que les souvenirs de 8 ans plus tôt ont dû remonter à la surface, comme une inondation. Charles avait alors représenté une grande entreprise dans une affaire contre Julien Martel. Il avait cru que ce serait une victoire facile. Mais Julien Martel n'avait pas eu besoin d'avocat. Il s'était présenté lui-même. Et il n'avait pas seulement gagné, il avait conduit cette entreprise à la faillite en 6 mois. 3 des plus gros clients de Charles l'avaient quitté simplement parce qu'il avait osé se dresser contre le nom Martel. C'était la leçon la plus chère de sa carrière, et il ne l'avait jamais oubliée. Pendant que Pierre et Charles chuchotaient, je restais assise en face, mes mains toujours crispées à la table, les jointures blanches. Je ne comprenais rien à ce qui se passait. Je ne savais pas qui était cet homme, mais je voyais une chose. Pour la première fois depuis 5 ans, le sourire suffisant sur les lèvres de Pierre avait disparu. Et c'était déjà ça. C'était un début, même si je ne savais pas de quoi. 5 ans passés aux côtés de cet homme. La première année, Pierre était charmant, attentionné, me disant que je n'avais pas besoin de travailler, qu'il s'occuperait de tout. Moi, naïve, je pensais que c'était de l'amour. La deuxième année, il a commencé à me contrôler. Pourquoi tu dois voir tes amis? Est-ce que je ne te suffis pas? Un par un, mes amis ont disparu. Chaque appel était surveillé, chaque message vérifié. La troisième année, il contrôlait aussi l'argent. Pourquoi fais-tu des dépenses? C'est mon argent. Je devais supplier pour chaque euro, juste pour acheter les nécessités les plus élémentaires, même des protections hygiéniques. C'est difficile de l'admettre, mais on se retrouve à faire des choses incroyables quand on est pris au piège. La 4e année, j'ai essayé de partir. J'ai appelé discrètement un numéro d'aide aux victimes de violences domestiques, mais Pierre l'a découvert. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Appeler la police?
Qui va croire une orpheline sans un sou? Il a supprimé le numéro, a remplacé mon téléphone par un nouveau qu'il contrôlait entièrement. La 5e année, j'ai décidé de demander le divorce. Et il a riposté en gelant tous mes comptes, annulant toutes mes cartes, menaçant tous les cabinets d'avocats de la ville pour que personne n'ose me prendre en charge. Il voulait me voir à genoux, suppliant. Il voulait que je comprenne que sans lui, je n'étais rien. Mais maintenant, alors que l'homme aux cheveux noirs et aux yeux d'acier s'arrêtait au centre de la salle, qu'il regardait directement la juge avec l'assurance calme de quelqu'un habitué à dominer, j'ai senti que quelque chose changeait. Un infime, presque imperceptible, glissement dans le tissu de la réalité que j'avais connue. Julien Martel a incliné légèrement la tête vers le banc des juges, sa voix basse et claire fendant le silence. « Votre honneur, veuillez excuser mon retard. C'est moi qui m'assurerai que Madame Dubois obtienne justice lors de cette audience. Maître Victor Moreau sera son avocat. » La juge Lefebvre, 60 ans, le visage buriné par l'expérience, a plissé les yeux face à cet homme. « Monsieur Martel, je sais qui vous êtes, mais c'est ma salle d'audience, pas votre cour de récréation. » Julien a esquissé un léger sourire, qui n'atteignait jamais ses yeux froids. « Je comprends, votre honneur. Je suis ici uniquement en tant que garant financier de Madame Dubois. Légèrement parlant, je n'ai jamais été condamné pour un quelconque crime. J'ai le droit d'être présent ici comme n'importe quel citoyen. » La juge s'est tue. Elle n'avait aucune raison légale de l'expulser, et ils le savaient tous les deux. Pierre s'est levé brusquement, sa voix stridente d'indignation. « Où trouve-t-elle l'argent pour engager un avocat? J'ai tout bloqué. » Julien s'est tourné vers Pierre pour la première fois. Ses yeux d'acier froid ont balayé le visage écarlate de mon mari avec un mépris non dissimulé. « Certaines dettes ne se mesurent pas à 1 euro, monsieur Leblanc. » Pierre s'est figé, ne comprenant pas ce que cela signifiait. Mais quand Julien Martel a traversé la pièce et s'est assis sur la chaise vide à mes côtés, quand l'homme le plus puissant du milieu parisien a posé son regard sur ma personne avec une expression que je n'avais jamais vue dirigée vers personne d'autre, une sensation froide a commencé à me parcourir l'échine. Pour la première fois de ma vie, je l'ai senti, la peur. Mais cette fois, la peur n'était pas pour moi. Elle était pour Pierre. J'ai levé la tête pour regarder l'homme qui venait de s'asseoir à côté de moi. Mes yeux bruns, pleins de confusion et d'un doute las, le scrutaient. Je ne comprenais pas pourquoi un étranger apparaissait pour m'aider. Je ne comprenais pas pourquoi il me regardait avec cette expression étrange, comme si nous nous connaissions depuis très longtemps. « Qui êtes-vous et pourquoi m'aidez-vous » Ma voix tremblait doucement, destinée à lui seul. Julien n'a pas répondu tout de suite. Il a fixé le vide devant lui un long moment, comme s'il cherchait quelque chose dans sa mémoire. Puis il a parlé lentement, sa voix basse et rauque. « Il y a 5 ans, une nuit d'orage, l'angle de la rue de Rivoli et de la rue Saint-Honoré. C'était comme si quelqu'un m'avait vidé un seau d'eau glacée sur la tête. Ces mots étaient une clé ouvrant une porte de mon esprit que je n'avais même pas réalisé avoir verrouillée pendant des années. Je me souvenais maintenant. « Vous vous souvenez ?» a-t-il dit, non pas une question, mais une affirmation. J'ai hoché la tête lentement, ma voix un murmure. L'homme dans cette ruelle cette nuit-là, c'était vous. Julien n'a pas répondu directement. Au lieu de cela, il a continué. J'ai été trahi par la personne en qui j'avais le plus confiance. Mon associé m'a vendu à mes ennemis. Ils m'ont tiré dessus 3 fois et m'ont laissé pour mort dans la rue. Je suis resté là pendant 2 heures. Des centaines de personnes sont passées. Personne ne s'est arrêté. Je pensais que j'allais mourir seul dans cette ruelle sale. Puis vous êtes apparu. J'ai senti ma gorge se serrer. Je n'avais jamais imaginé que mon petit geste cette nuit pluvieuse aurait pu avoir un tel poids. Mais si vous me connaissiez, pourquoi cela vous a-t-il pris 5 ans pour venir? » Julien a expiré doucement, et quelque chose de rare, de presque doux, a scintillé dans ses yeux gris d'acier. «
Vous ne m'avez pas donné votre nom. Vous êtes parti avant que je puisse le demander. Quand je me suis réveillé à l'hôpital 3 mois plus tard, la seule piste était une jeune femme aux cheveux bruns travaillant de nuit quelque part près de l'angle de la rue de Rivoli. Savez-vous combien de femmes à Paris correspondent à cette description? Des centaines de milliers. J'ai fait chercher dans chaque café, chaque restaurant, chaque lieu de travail de nuit, dans un rayon de 2 kilomètres autour de cette ruelle. Il m'a fallu 4 ans pour trouver la première vraie piste. Une de vos anciennes collègues qui se souvenait d'une fille qui dessinait sur des serviettes pendant ses pauses. De là, je vous ai trouvé. J'étais sidéré. 4 ans de recherche, tout ça à cause d'un petit geste sous la pluie. Mais la question plus importante me hantait toujours. Si vous m'avez trouvé, pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt? Pourquoi attendre jusqu'à maintenant? Julien m'a regardé et ses yeux d'acier froid semblaient soudain plus profonds qu'ils n'auraient dû l'être. Je vous ai trouvé il y a 18 mois. Je savais que vous étiez dans un mauvais mariage. Il a marqué une pause puis a continué. Mais je n'avais pas le droit d'interférer dans votre vie. Vous aviez choisi cet homme. Même si je n'étais pas d'accord, je devais respecter votre choix. Alors j'ai attendu, j'ai observé, j'ai préparé le dossier. Et quand vous avez demandé le divorce de votre propre chef, quand vous avez décidé par vous-même de sortir de cet enfer, c'est là que j'ai su que vous aviez besoin de moi. Je ne voulais pas vous sauver comme Pierre Leblanc vous a sauvé un jour. Vous transformer en une débitrice qui devait dépendre de lui pour le reste de sa vie. Je voulais vous soutenir quand vous vous leviez déjà seul. Les larmes ont coulé silencieusement sur mes joues. Pour la première fois en 5 ans, un homme me regardait comme une personne ayant de la valeur, respectant mon droit de choisir, attendant au lieu de forcer. J'étais sur le point de dire merci, mais Julien m'a coupé. Ne me remerciez pas, c'est ma dette, et je récupérerai tout ce qui vous appartient. Je ne comprenais pas tout à fait ce que cela signifiait. Mais quand Maître Victor Moreau, le jeune avocat arrivé avec Julien, s'est levé et a ouvert l'épaisse maillette en cuir, quand il a commencé à en sortir documents estampillés après documents estampillés, chacun portant un sceau rouge vif, j'ai compris que Julien Martel ne parlait jamais en vain. Victor Moreau s'est levé, le mouvement précis et assuré, comme un homme habitué à se battre dans les salles d'audience les plus impitoyables. À 34 ans, il avait déjà un CV que n'importe quel avocat envierait. Diplômé de droit de la Sorbonne avec les plus grands honneurs. Ancien procureur fédéral pendant 5 ans avec un taux de réussite de 94%, Victor Moreau était connu comme l'un des esprits juridiques les plus brillants de sa génération. Il y a 3 ans, il avait brusquement quitté le parquet pour exercer en cabinet privé, et personne ne savait que ce cabinet privé signifiait travailler pour Julien Martel. Légalement, Victor était irréprochable, pleinement agréé, sans une seule tâche sur son dossier. La seule vérité simple étant qu'il avait choisi de se ranger du côté des personnes qu'il croyait mériter d'être protégées. Victor a avancé et a posé l'épaisse mallette en cuir sur la table, le bruit sourd résonnant dans le silence de la salle. Votre honneur, avant de commencer, j'aimerais corriger certaines informations contenues dans l'affidavit financier que M. Pierre Leblanc a soumis ce matin. Sa voix était claire et posée. Moi, Jacques m'a prononcé avec la précision de balles que l'on insère dans un chargeur. Pierre a bondi, son visage rouge de colère, ses yeux flamboyants. Qui êtes-vous pour me questionner? Savez-vous qui je suis? Il a rugi brandissant un doigt directement vers le visage de Victor comme s'il menaçait un serviteur. Je peux mettre fin à votre carrière d'un simple coup de fil. C'était la tactique familière de Pierre, utiliser le pouvoir et l'argent pour écraser quiconque osait s'opposer à lui. Cette tactique avait fonctionné sur moi pendant 5 ans. Elle avait fonctionné sur tous les avocats de la ville qu'il avait appelés et menacés. Mais aujourd'hui, il avait choisi le mauvais adversaire. Victor Moreau n'a pas bougé. Il est resté là, comme une statue sculptée dans la pierre, son visage parfaitement impassible. Lentement, il a retiré ses lunettes, a sorti un petit chiffon de sa poche,
a essuyé chaque grain de poussière des verres et les a remises. Le calme du geste était presque insultant, comme si les menaces de Pierre n'étaient que le bourdonnement d'un moustique sans importance. Quand Victor a parlé, sa voix était glaciale, chaque mot tombant avec le poids d'un marteau-piqueur. Monsieur Leblanc, au cours de ma carrière, j'ai fait face à des trafiquants de drogue colombiens, à la mafia russe et à des tueurs en série qui n'hésitaient pas. Chacun d'eux pensait pouvoir me menacer. Voulez-vous savoir où ils sont maintenant? En prison ou sous 3 pieds de terre? Victor a fait un pas de plus, son regard assez aiguisé pour transpercer Pierre. Vous pensez qu'un homme d'affaires de niveau intermédiaire comme vous, avec quelques dizaines de millions d'euros sur vos comptes et une poignée de relations dans les hautes sphères parisiennes, peut m'effrayer? Veuillez vous rasseoir avant de vous ridiculiser davantage devant la cour. La salle d'audience était mortellement silencieuse. Personne n'osait respirer trop fort. Pierre est resté là comme s'il avait été frappé à l'estomac par un éclair, la bouche ouverte, sans qu'aucun mot n'en sorte. C'était la première fois de sa vie que quelqu'un l'humiliait aussi ouvertement, et il n'avait aucune idée de comment réagir. Charles Dupont était assis à côté de lui, pâle comme un drap, chuchotant à son client d'une voix tremblante. « Je vous avais prévenu, ne jouez jamais avec des gens comme ça. Asseyez-vous. » Pierre a dégluti, ses jambes comme vidées de leur force, et il laisse retomber lentement sur sa chaise. Pour la première fois, il a compris qu'il s'était engagé dans une bataille qu'il était incapable de gagner. La juge Lefebvre a tapoté légèrement son marteau, sa voix sévère. « Monsieur Leblanc, si vous perturbez ces débats une fois de plus, je vous ferai escorter par la sécurité. Maître Moreau, veuillez poursuivre. » Victor a fait un signe de tête poli à la juge, puis s'est tourné vers sa maillette. Il l'a déverrouillé et en a sorti un dossier d'au moins 5 centimètres d'épaisseur, soigneusement relié avec des onglets de couleur marquant chaque section. Le doux froissement du papier dans le silence a retenti comme une cloche funèbre. « Votre honneur, voici ce que notre équipe a collecté au cours des 72 dernières heures. » Victor a posé le dossier sur la table, le bruit lourd résonnant comme une déclaration de guerre. Monsieur Pierre Leblanc a déclaré à cette cour que l'actif total de la communauté matrimoniale s'élevait à 6 millions d'euros. Il a également affirmé que son épouse, Madame Marie Dubois, n'avait apporté aucune contribution au foyer pendant le mariage. Victor a marqué une pause, ses yeux balayant la salle comme un général inspectant un champ de bataille. Je suis ici aujourd'hui pour prouver que ces 2 déclarations sont des mensonges délibérés destinés à priver ma cliente de sa part légitime. Charles Dupont a essayé de se lever et de s'opposer, sa voix faible et vidée de vie. Objection, votre honneur, c'est une calomnie sans fondement. Mais avant qu'il ne puisse dire un autre mot, Julien Martel n'a eu qu'à tourner la tête et regarder Charles. Juste un regard. Pas de mots. Pas de geste menaçant, seulement ses yeux gris d'acier froid dirigés droit sur le visage livide du vieil avocat. Charles Dupont est retombé sur sa chaise comme une marionnette dont on aurait coupé les ficelles, ses lèvres bougeant. Mais il n'a pas osé forcer un autre mot. La juge Lefebvre a froncé les sourcils devant la scène qui se déroulait sous ses yeux. Puis elle a regardé Victor. « Maître Moreau, j'espère que vous avez des preuves suffisantes pour ces graves allégations. Si ce n'est pas le cas, je serai contraint d'envisager des sanctions pour outrage à la cour. » Victor a souri, le sourire confiant d'un homme qui détient toutes les cartes importantes. « Votre honneur, je n'ai pas seulement des preuves, j'ai une montagne de preuves. Et quand j'aurai fini de les présenter, je crois que la cour conviendra que M. Pierre Leblanc n'a pas seulement menti à son épouse pendant 5 ans. Il tente de mentir à tout le système judiciaire français. Il a tourné à la première page du dossier où un nombre avait été souligné à l'encre rouge vif. Pierre Leblanc a vu ce nombre et a arrêté de respirer. Parce que ce n'était pas 6 millions, c'était beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus.
Victor Moreau a lu à haute voix le nombre souligné en rouge sur la première page du dossier. Sa voix a roulé dans la salle comme le tonnerre sous un ciel clair. 38 247 892 euros et 67 centimes. C'était le total réel des actifs que M. Pierre Leblanc possédait, et non pas 6 millions, comme il l'avait déclaré sous serment devant cette cour. La salle d'audience a éclaté en murmures stupéfaits, et la juge Lefebvre a dû frapper son marteau 2 fois pour rétablir l'ordre. Pierre Leblanc s'est levé comme s'il avait été électrocuté, son visage passant du rouge écarlate au blanc papier en un clin d'œil. C'est un mensonge. Ces comptes sont... Il s'est étouffé avec ses propres mots, ses yeux cherchant Charles paniqué, réalisant qu'il venait de vérifier l'existence des comptes qu'il prétendait ne pas exister. Charles Dupont a enfoui son visage dans ses mains et a poussé un gémissement misérable parce qu'il savait que son client venait de creuser sa propre tombe devant la juge et toutes les personnes présentes. Victor Moreau n'a pas manqué l'ouverture. J'aimerais que le procès-verbal indique que M. Leblanc vient d'admettre indirectement l'existence de ce total d'actifs. Votre honneur, a-t-il dit, son ton calme mais indubitablement satisfait. Charles Dupont a essayé de se redresser une dernière fois, sa voix comme celle d'un homme sur le point de se noyer. Votre honneur, je demande à savoir comment ces documents ont été obtenus. S'ils ont été acquis illégalement, ils ne peuvent pas être admis comme preuve. Victor a souri, le sourire d'un chat qui a acculé une souris sans issue dans un coin. Totalement légal, votre honneur. Permettez-moi d'expliquer le processus. Il a tourné à la page suivante du dossier où un sceau rouge vif des services fiscaux français était imprimé. Il y a 6 mois, les services fiscaux ont reçu un signalement anonyme concernant des activités financières suspectes liées à M. Pierre Leblanc. Ce signalement indiquait que M. Leblanc pourrait cacher une somme d'argent substantielle à l'étranger pour échapper aux impôts. Les services fiscaux ont ouvert une enquête officielle et ont envoyé des demandes de coopération internationale aux banques au Luxembourg, en Suisse et aux îles Vierges britanniques. Victor a marqué une pause suffisamment longue pour que la salle assimile ce qu'il venait de dire. En vertu de la loi sur l'échange d'informations fiscales internationales que la France a signée avec plus de 100 pays et territoires, les banques situées dans ces lieux ont l'obligation légale de fournir des informations lorsqu'une demande officielle émane d'une autorité fiscale française. Elles ont pleinement coopéré et en vertu de la procédure civile dans une action en divorce, la défendresse, c'est-à-dire ma cliente, Madame Marie Dubois, a le droit de demander l'accès à tous les documents financiers relatifs aux actifs matrimoniaux du couple. C'est ainsi que nous avons obtenu ces documents en toute légalité. Charles Dupont a refusé de lâcher prise. Qui a envoyé ce signalement d'anonyme? Je demande à connaître l'identité du dénonciateur. Victor a haussé les épaules d'un petit geste facile. Anonyme signifie que personne ne sait, Monsieur Dupont, moi y compris. Cette protection est garantie par la loi fédérale pour les individus qui dénoncent une évasion fiscale. Je suis sûr qu'un avocat aussi expérimenté que vous le comprend parfaitement. Julien Mantel était assis en silence, son visage illisible. Mais quiconque y aurait prêté attention aurait pu voir que la source anonyme n'était pas anonyme du tout. L'homme avec un réseau de renseignements étendu à travers le milieu parisien et bien au-delà. L'homme qui avait observé Pierre Leblanc pendant 18 mois était assis dans cette même salle d'audience. Victor a continué à révéler chaque couche de secret que Pierre avait tant travaillé à y enterrer. La première société écran, Apex Holdings, enregistrée au Luxembourg, détenait 8 millions d'euros. La deuxième société écran, Meridian Ventures, enregistrée aux îles Vierges britanniques, détenait 12 millions d'euros. La troisième société écran, East Point Capital, enregistrée à Malte, détenait 7 millions d'euros. Et enfin, Cypress International Trust, une fiducie établie en Suisse, détenait 11 millions d'euros. Il tournait page après page, chacune portant des estampilles officielles de banques internationales, des signatures vérifiant les dossiers de directeurs de succursales
et des relevés de comptes détaillés jusqu'au dernier centime. Ceci est un relevé bancaire certifié. Ceci est une correspondance par email interne entre M. Leblanc et son comptable privé discutant du transfert de fonds à l'étranger. Et ceci, a dit Victor, soulevant une pile de papier haute, est le contrat de constitution des 4 sociétés écrans mentionnées ci-dessus, toutes signées par M. Pierre Leblanc. La juge Lefebvre a fixé la montagne de documents empilés sur la table, puis a regardé Pierre avec un regard de glace. Monsieur Leblanc, si ces allégations sont prouvées, vous avez commis un parjure sous serment devant une cour fédérale. C'est un crime passible de 5 ans de prison en vertu du droit français. Comprenez-vous? Pierre n'a pas répondu. Il était assis là comme une statue, les yeux fixés sur rien, son esprit semblant s'éteindre sous la tempête qui était sur le point de s'abattre sur sa tête. En face, j'étais assise, les yeux écarquillés, fixant les chiffres désormais mis à nu. 38 millions d'euros. Pendant 5 ans, j'avais vécu dans un monde où je devais demander à mon mari chaque euro pour acheter des nécessités personnelles. J'avais dû couper des coupons pour économiser quelques centimes à l'épicerie. On m'avait crié dessus chaque fois que j'osais dépenser plus que ce qui m'était alloué. Et pendant tout ce temps, l'homme que j'appelais mon mari était assis sur 38 millions d'euros, se moquant de la pauvreté qu'il m'avait lui-même imposée. 38 millions, ai-je murmuré, ma voix tremblante de fureur et de douleur. Et il m'a fait utiliser des coupons pour acheter de la nourriture. Julien s'est tourné vers moi et, pour un instant fugace, quelque chose de plus doux est apparu dans ses yeux gris d'acier. Ce n'est que de l'argent, Madame Dubois. Ce qu'il vous a caché, ce n'est pas seulement de l'argent. C'est plus que cela. J'ai regardé Julien, puis Victor Moreau alors qu'il se préparait à passer à la section suivante du dossier, et j'ai compris que le cauchemar de Pierre Leblanc ne faisait que commencer. Victor Moreau a tourné à la section suivante du dossier, et son visage est devenu plus sévère, comme si ce qui allait être révélé ferait encore plus mal que 38 millions d'euros cachés. Votre honneur, Monsieur Leblanc a soumis un contrat de mariage signé avant le mariage, stipulant que Madame Marie Dubois renoncerait à tous ses droits sur les biens de son mari en cas de divorce. Il utilise ce document comme un bouclier juridique pour priver ma cliente de ce à quoi elle a droit. Mais la question que la Cour doit considérer est la suivante. Dans quelles circonstances ma cliente a-t-elle signé cet accord? Victor a fait signe à un assistant d'allumer l'écran de projection de la salle. Sur l'écran est apparue une chaîne de messages texte agrandis, chacun portant une date et une heure claire. Ce sont des messages entre M. Leblanc et ma cliente la nuit précédant le mariage, à 23h47. Victor a lu chaque message à voix haute. Pierre avait écrit à Marie « Signe-le tout de suite ». J'avais répondu « J'ai besoin de temps pour lire attentivement. C'est un contrat juridique important ». Pierre avait répondu « Il n'y a pas le temps. Signe ou j'annule le mariage immédiatement et je dirai à tout le monde que tu es enceinte d'un autre homme. » Puis un autre message de Pierre. « Qui va te croire, à toi, une orpheline sans un sou? » La salle d'audience est tombée dans un silence pesant. Le front de la juge Lefebvre s'est plissé, son regard fixé sur Pierre avec un mépris non dissimulé. J'étais assise là, mes épaules tremblantes, alors que le souvenir de cette nuit horrible revenait en force comme une vague. Je me souvenais d'avoir pleuré dans l'obscurité, d'avoir supplié Pierre de me donner plus de temps, de signer mon nom sur un épais contrat sans lire une seule ligne parce que j'étais terrifié. J'avais seulement 22 ans, pas de famille, pas d'argent, personne sur qui compter, et l'homme que je croyais m'aimer avait utilisé cette solitude comme une arme pour me forcer la main. Victor a continué, sa voix s'abaissant. Mais ce n'était pas la partie la plus douloureuse, votre honneur. 2 mois après le mariage, ma cliente a été transportée d'urgence à l'hôpital. Le diagnostic était une fausse couche due à un stress psychologique sévère. Il a tourné à la page suivante où une copie des dossiers médicaux portait le sceau de l'hôpital Saint-Antoine.
J'ai regardé les mots sur l'écran et j'ai eu l'impression que quelqu'un avait rouvert une vieille blessure en moi. Je me souvenais de cette nuit. Le sang. Une douleur si féroce que je ne pouvais pas respirer. Je me souvenais d'être recroquevillé sur le sol de la salle de bain, une main pressée sur mon ventre, l'autre tremblante alors que je composais le numéro de mon mari. Pierre avait répondu et avait dit d'une voix froide et plate. « Je suis en réunion, ça ira. Appelle une ambulance. » Puis il avait raccroché. J'étais allé à l'hôpital seul. J'étais resté aux urgences seul. Avais entendu le médecin me dire que j'avais perdu le bébé seul. 3 jours à l'hôpital. Pierre n'était venu qu'une seule fois, était resté 20 minutes, puis était parti parce qu'il avait une réunion importante. J'avais perdu mon premier enfant, et je l'avais perdu dans une solitude absolue. Victor a lu un autre message, cette fois un que Pierre avait envoyé à un ami juste après ma fausse couche. « Elle a fait une fausse couche. Tant mieux. Ce n'est pas encore le moment d'avoir un enfant. Trop de tracas. » J'ai craqué. Les larmes coulaient sur mes joues et tombaient sur la table, entraînées humides. J'avais essayé d'enterrer cette douleur pendant des années. J'avais essayé de me convaincre que Pierre était seulement occupé, qu'il m'aimait toujours à sa manière. Mais maintenant, en entendant ces mots prononcés à voix haute devant toute la cour, j'ai enfin compris à quel point je m'étais menti à moi-même. Moment, ici je dois faire une pause. Ça, cette situation avec Pierre, cette révélation du message, c'était d'une absurdité totale. Je veux dire, pensez-y. Cet homme, mon mari, celui qui était censé me protéger et m'aimer, considérait mon malheur comme une bonne chose. En entendant Victor lire ça, j'ai réalisé à quel point j'avais été aveugle, ou plutôt, à quel point j'avais choisi de l'être. On se raccroche à n'importe quoi quand on a peur d'être seul. À l'époque, c'était ça le problème. L'isolement qu'il avait créé autour de moi était si complet que je n'avais plus de repères. On vous dit que vous ne valez rien, et à force, on finit par le croire. C'est ça le plus insidieux. Ce n'était pas juste de l'argent ou des secrets, c'était mon estime de moi qu'il avait volé. Comment ai-je pu laisser ça arriver? Et est-ce que j'aurais pu faire quelque chose de différent? Aucune idée. En tout cas, ça a été le tournant. Retour à la cour. Victor n'a pas arrêté. Votre honneur, je tiens à souligner que ma cliente n'est pas une victime passive qui a accepté son sort. Elle a tenté d'échapper à ce mariage de nombreuses fois, et à chaque fois, M. Leblanc l'a bloqué par tous les moyens nécessaires. Il a tourné à une autre page. En 2022, Mme Dubois a demandé à son mari la permission de reprendre le travail. M. Leblanc a refusé, disant « Tu n'as pas besoin de travailler, je m'en occupe ». Cela sonne comme une préoccupation, mais en réalité, c'était sa façon de couper toute source de revenus indépendante, la rendant complètement dépendante financièrement de lui. En 2023, Mme Dubois a appelé secrètement un numéro d'aide aux victimes de violences domestiques. M. Leblanc l'a découvert, a supprimé le numéro d'urgence et a remplacé le téléphone de sa femme par un nouvel appareil qu'il contrôlait complètement. C'est de l'isolement et du contrôle coercitif, une forme d'abus psychologique reconnue par les lois françaises. Et en 2024, quand Mme Dubois a enfin trouvé le courage de demander le divorce, M. Leblanc a riposté en gelant tous ses comptes bancaires, en annulant toutes ses cartes de crédit et en menaçant tous les cabinets d'avocats de la ville pour que personne n'ose prendre son dossier. Victor a refermé le dossier avec un claquement sec et définitif. Votre honneur, ce n'est pas un mariage, c'est une prison. Et M. Pierre Leblanc n'est pas un mari, c'est un geôlier. Julien Martel s'est levé du rang derrière eux et a marché vers Pierre. Chaque pas retombait lourdement dans le silence de la pièce. Il s'est arrêté à moins d'1 mètre de Pierre. Des yeux gris d'acier regardant l'homme recroquevillé sur sa chaise. Vous avez forcé une fille de 22 ans à renoncer à ses droits en la menaçant de détruire sa réputation. Quand elle a perdu son enfant, vous avez dit que c'était tant mieux. Quand elle a essayé de s'échapper, vous l'avez enfermée encore plus fort. Julien a incliné la tête, sa voix plus froide que la glace. Monsieur Leblanc,
J'ai rencontré beaucoup d'hommes malfaisants dans ma vie, des meurtriers, des trafiquants de drogue, des escrocs, sans la moindre once de conscience. Mais vous, vous êtes le pire genre parce que vous détruisez les gens de l'intérieur, jour après jour, heure après heure, avec des mots et des actions que les étrangers ne voient jamais. Pierre a ouvert la bouche comme pour parler, mais aucun son n'est sorti. À cet instant précis, la porte de la salle d'audience s'est soudainement ouverte et une jeune femme d'environ 24 ans est entrée. Elle était d'une beauté frappante, avec une peau blanche comme de la porcelaine et des lèvres rouges pleines. Ses cheveux blonds dorés étaient lissés en arrière dans une robe marine simple, mais élégante, bien que ses yeux fussent rouges et gonflés comme si elle avait pleuré. Son regard était dur et déterminé, flamboyant d'une haine brute, alors qu'il se fixait directement sur le visage livide de Pierre Leblanc. Pierre l'a reconnu instantanément, et c'était comme si quelqu'un lui avait donné un coup de poing et une pleine poitrine. « Toi, qu'est-ce que tu fais ici? » Sa voix était cassée, lourde de panique. La femme ne lui a même pas accordé un regard. Elle a marché droit vers la barre des témoins, avec la démarche fière de quelqu'un qui avait décidé de briser toutes les chaînes. Victor Moreau s'est tourné vers la juge. « Votre honneur, j'aimerais présenter notre prochain témoin, Mademoiselle Sophie Duval. » La juge Lefebvre a acquiescé, permettant que le témoin prête serment. Sophie a posé sa main sur la Bible, sa voix claire et inébranlable. « Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. » Après s'être assise sur la chaise des témoins, Victor a commencé ses questions. « Mademoiselle Duval, veuillez dire à la cour la nature de votre relation avec M. Pierre Leblanc. » Sophie a pris une profonde inspiration, puis a commencé, son ton calme, mais teinté d'amertume. « J'ai rencontré Pierre Leblanc il y a 3 ans lors d'une exposition d'art à Saint-Germain-des-Prés. Il s'est présenté comme un homme d'affaires prospère. Il m'a dit qu'il était en train de divorcer de sa femme folle, que le mariage n'existait que sur le papier et qu'ils étaient séparés depuis longtemps. Il était charmant, généreux, et il savait exactement ce qu'une fille de 21 ans voulait entendre. Je l'ai cru. Je l'ai attendu pendant 3 ans. Elle a marqué une pause, ses yeux brillants de colère. Il m'a acheté un appartement sur la Côte d'Azur, une Mercedes neuve, des bijoux Cartier, des sacs Hermès. Il a promis qu'une fois le divorce prononcé, nous nous marierions et commencerions une nouvelle vie. J'ai cru chaque mot. 3 ans. J'ai gaspillé 3 ans de ma jeunesse pour un menteur qui n'a même pas cligné des yeux. Victor a demandé, « Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui vous a poussé à témoigner aujourd'hui? » Sophie a lâché un rire aigu, plein d'amertume, parce que j'ai découvert que je n'étais pas la seule. Il n'a pas seulement menti à sa femme, il ne m'a pas seulement menti à moi, il a menti à au moins 3 autres femmes également. La salle d'audience a été agitée de murmures de choc, et la juge Lefebvre a dû frapper son marteau pour rétablir l'ordre. De l'autre côté de la pièce, j'étais assise, les yeux écarquillés, incapable de croire ce que j'entendais. Sophie a continué, sa voix tremblante d'indignation. « Une à Marseille, une à Lyon, une sur la Côte d'Azur, mais pas moi. Il avait une armée de maîtresses dispersées dans le pays. Et chacune d'elles a eu un appartement, une voiture de luxe, et la même histoire sur une femme folle et un divorce qui était presque terminé. Nous étions toutes des marionnettes entre ses mains, et aucune de nous ne savait que les autres existaient. » Elle a marqué une pause, déglutissant difficilement comme pour tenter de se ressaisir. Mais ce n'était même pas le pire. La femme à Lyon, elle a un fils de 2 ans, le fils de Pierre Leblanc. J'ai eu l'impression que l'air m'avait été arraché des poumons. Un enfant. Pierre avait un enfant avec quelqu'un d'autre, alors que j'avais perdu mon propre enfant seul à l'hôpital. Alors qu'il avait dit « Tant de mieux ». Ah ben, c'était pas encore le moment d'avoir un bébé. Pierre, ai-je murmuré, ma voix étranglée. Tu as un enfant avec une autre femme? Pierre ne put se résoudre à me regarder. Il était assis là comme une pierre, le visage livide, des gouttes de sueur perlant et coulant sur son front. Victor Moreau a continué.
pressant le témoin. Mademoiselle Duval, pouvez-vous donner à la cour les détails concernant cet enfant? Sophie a hoché la tête. Le bébé s'appelle Mark, il a 2 ans. Il vit avec sa mère à Lyon. Pierre paye 5 000 € par mois de pension alimentaire. Mais il n'a jamais rencontré son fils. Il a caché l'existence de l'enfant à tout le monde, y compris à moi, y compris aux autres femmes, et bien sûr, y compris à son épouse. Elle a sorti une copie d'un acte de naissance de son sac à main et l'a tendu à Victor. Ceci est l'acte de naissance de l'enfant. Le nom du père est clairement indiqué comme Pierre Leblanc. Victor a accepté le document et l'a soumis à la juge. Votre honneur, ceci est une preuve confirmant que M. Pierre Leblanc a un enfant extra-conjugal qu'il a délibérément dissimulé. De plus, nous avons la preuve du montant total que M. Leblanc a dépensé pour ses aventures pendant son mariage avec ma cliente. Ce chiffre est de 2 700 000 €. 2 700 000 € de fonds matrimoniaux utilisés pour acheter des appartements, des véhicules de luxe et des cadeaux pour des maîtresses, alors que sa femme légitime devait mendier chaque euro pour acheter les nécessités de base. Sophie a regardé directement Pierre pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la salle d'audience. Il nous a dit à chacune que nous étions la seule. Il a juré, il a promis, il a pleuré et a parlé de son mariage misérable. Et nous l'avons toutes cru. Je l'ai cru pendant 3 ans. 3 ans, j'ai attendu une promesse qui ne serait jamais réelle. Les larmes ont commencé à rouler sur ses joues, mais elle n'a pas pris la peine de les essuyer. 3 ans, je le déteste. Je me déteste d'y avoir cru. J'étais assise en silence, regardant la jeune femme pleurer à la barre des témoins. Je ne ressentais ni jalousie ni haine envers Sophie. Je ne ressentais qu'une profonde tristesse. Tristesse pour moi. Tristesse pour Sophie. Tristesse pour les autres femmes que Pierre avait trompées. Toutes étaient victimes du même homme. Je me suis tourné pour regarder Pierre, l'homme que j'avais appelé mon mari pendant 5 ans. Je ne le reconnaissais plus, ou peut-être que je n'avais jamais vraiment su qui il était. « Je ne sais pas qui vous êtes », ai-je murmuré, vide et épuisé. Peut-être que je ne l'ai jamais su. Sophie est descendue de la barre des témoins et a dépassé Pierre sans même un regard. Elle a quitté la salle d'audience, le dos droit, laissant derrière elle un Pierre Leblanc en plein effondrement. Julien s'est penché vers moi, sa voix basse et lourde de sens. Pendant que vous deviez mendier de l'argent pour l'épicerie, il a dépensé près de 3 millions pour des maîtresses. Pendant que vous perdiez votre bébé et souffriez seul, il avait un autre enfant avec une autre femme. C'est l'homme que vous avez épousé, Madame Dubois. Pierre était assis là, trempé de sueur, ses mains agrippant les accoudoirs de sa chaise jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il avait complètement perdu le contrôle. Et tout le monde dans la salle savait que tout ce qu'il dirait ensuite ne ferait qu'aggraver les choses. Pierre Leblanc n'en pouvait plus. Des années passées à construire l'image d'un homme d'affaires prospère, un homme puissant, admiré et respecté, s'effondrait devant lui comme un château de sable emporté par la marée. Ses actifs étaient exposés. Le contrat de mariage démasqué, une maîtresse témoignant. Un enfant extra-conjugal mis à nu. Il était comme un animal acculé dans un coin. Et quand il n'y avait plus d'échappatoire, il a fait la seule chose qu'il savait faire. Il a attaqué. Pierre a bondi, son visage rougeoyant comme une bombe sur le point de détonner. Les veines de son cou saillantes. « Elle ne mérite pas un centime », a-t-il rugi, sa voix stridente résonnant dans la salle. « Ce n'est qu'une orpheline inutile que j'ai recueillie. Je lui ai tout donné. Une belle maison, une voiture de luxe, des vêtements de créateur. Et comment m'a-t-elle remercié? En me traînant devant la justice. » Il s'est retourné et a pointé un doigt directement sur moi, de la salive volant alors qu'il criait. « Elle ne peut rien faire d'autre que peindre ces stupides petites images. Sans moi, elle n'est rien. Personne ne la regarderait même. Je l'ai sauvée d'une vie misérable, et voilà comment elle me remercie. »
La juge Lefebvre a frappé le marteau encore et encore. Mais Pierre n'a même pas jeté un coup d'œil dans sa direction. Il avait complètement perdu le contrôle. Des années de retenue éclataient comme un volcan. Et puis, au milieu de cette fureur déchaînée, et il a crié une phrase qui a figé la salle. Mon père avait raison. On ne peut pas faire confiance aux femmes. Ma mère aussi, même. Elle est partie quand j'avais 12 ans. M'a laissé avec un vieil homme ivre qui me battait tous les jours. Et Marie sera pareille. Toutes sont pareilles. Un lourd silence est tombé sur la pièce. À cet instant, tout le monde a aperçu un garçon de 12 ans abandonné, solitaire et blessé, caché à l'intérieur de l'homme arrogant et cruel de 35 ans qui se tenait là. Le fantôme d'une enfance malheureuse, de trahison et de violence avait fait de Pierre Leblanc ce qu'il était aujourd'hui. Mais ce n'était qu'un aperçu, parce que la douleur du passé n'est jamais une excuse pour détruire les autres. Un traumatisme n'est pas une licence pour devenir cruel. Victor Moreau s'est levé, sa voix plate et froide. Votre honneur, j'aimerais que le procès-verbal indique que M. Leblanc vient d'admettre en pleine cour qu'il considère son épouse inutile et indigne du moindre centime. C'est une preuve claire du mépris systématique qu'il a montré à ma cliente tout au long de ce mariage. Et à ce moment précis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Je me suis levé lentement, comme si je rassemblais chaque morceau brisé de moi-même et les assemblais en un tout. Mes épaules se sont redressées, mon menton levé, et quand j'ai parlé, ma voix était étrangement calme. Vous me traitez d'inutile, ai-je dit, chaque mot clair et posé. Mais j'ai survécu 5 ans à vos côtés. 5 ans à avoir chaque euro contrôlé. 5 ans à être coupé de mes amis et de ma famille. 5 ans à entendre sans cesse que je n'avais aucune valeur, que personne ne voudrait jamais de moi sauf vous. Savez-vous combien de force cela demande? J'ai fait un pas en avant, mes yeux bruns fixés sur le visage pâle de Pierre. Vous me traitez d'orpheline inutile. Oui, ma mère est morte quand j'avais 10 ans. Mon père est parti sans dire au revoir. Ma grand-mère, la seule personne qui m'ait jamais aimé, est morte aussi. Je n'ai personne, mais je suis toujours en vie. Je suis toujours là. Je respire toujours. Et vous? J'ai fait un pas de plus, ma voix portant de la puissance maintenant. Vous avez 38 millions d'euros sur vos comptes. Vous avez l'avocat le plus cher de Paris. Vous avez des maîtresses partout dans le pays. Vous avez tout ce que l'argent peut acheter. Et pourtant, vous devez encore rabaisser une femme, l'écraser, l'enfermer dans une cage de verre juste pour vous sentir important. Alors, qui est l'inutile ici, Pierre? Toute la salle d'audience a retenu son souffle. Pierre était là, la bouche ouverte, incapable de parler. C'était la première fois en 5 ans que j'osais lui faire face, que j'osais lui dire en face ce que je pensais vraiment. Mais je n'avais pas fini. Et ces stupides tableaux dont vous parlez sans cesse. L'année dernière, une galerie à Saint-Germain-des-Prés m'a contacté. Ils voulaient organiser une exposition de mon travail. Savez-vous pourquoi j'ai refusé? Parce que vous m'avez dit que je n'avais aucun talent. Parce que vous avez dit que mes peintures n'étaient que des gribouillis d'enfants. Parce que je vous ai cru. Je vous ai cru, Pierre. Et ça, c'est la plus grande erreur de ma vie. J'ai pris une profonde inspiration, comme si j'inhalais la liberté pour la première fois, après des années de confinement. Mais je ne vous croirai plus jamais. Jamais. Julien Martel était assis, observant la petite femme debout et inflexible au centre de la salle d'audience, pour la première fois depuis qu'il était entré. Quelque chose a changé dans ses yeux gris d'acier, quelque chose d'autre que la froideur habituelle. C'était de l'admiration. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez », a murmuré Julien quand je suis revenu à ma place. Je l'ai regardé et le coin de ma bouche s'est levé en un tout petit sourire. Je le réapprends. Pierre s'est effondré sur sa chaise, sa bouche toujours ouverte, mais plus aucun mot en lui. Toutes les armes qu'il avait utilisées lui avaient été retirées. Tous les mensonges avaient été mis en lumière,
et la femme qu'il pensait avoir domptée venait de se lever et de lui porter un coup fatal en pleine lumière du jour. À cet instant précis, Charles Dupont s'est levé de sa chaise. Son visage si pâle qu'on aurait dit la mort elle-même venait de frapper à la porte, non pas pour défendre son client, mais pour fuir. Ses mains tremblaient alors qu'il ajustait sa cravate, essayant de retrouver un semblant d'aplomb de l'avocat chevronné, autrefois surnommé le boucher de Paris. Mais tout ce qu'il pouvait faire maintenant, c'était chercher un moyen de se sauver. « Votre honneur, a-t-il commencé, sa voix comme si quelqu'un lui serrait la gorge. Je suis contraint de me retirer de cette affaire. Il y a un grave conflit d'intérêts éthiques qui m'empêche de continuer à représenter mon client. » Pierre s'est retourné pour regarder son avocat, les yeux écarquillés d'horreur. « Quoi? Vous ne pouvez pas me laisser. Je vous ai payé un acompte de 500 000 €. Vous êtes mon avocat. Vous devez me protéger. » Il a attrapé Charles par la manche comme un homme qui se noie s'accroche à la dernière bouée de sauvetage. Mais Charles a retiré son bras avec un dégoût non dissimulé. « Je suis un avocat, Monsieur Leblanc, pas un martyr. Je ne peux pas continuer à représenter un client qui m'a délibérément fourni des informations fausses, ainsi qu'à cette cour. Vous m'avez dit que vous n'aviez que 6 millions d'euros, alors que la vérité est 38 millions. Vous m'avez dit que vous n'aviez qu'une seule aventure, et il s'avère que vous avez une armée de maîtresses dispersées en France. Vous m'avez transformé en complice de vos mensonges, et je refuse de continuer à jouer ce rôle. » La juge Lefebvre a frappé le marteau avec une force décisive, ses yeux perçants fixant l'avocat qui tentait de s'éclipser. « Maître Dupont, je n'accepte pas votre demande de retrait pour le moment. Vous resterez jusqu'à la conclusion de ces débats. » Charles a ouvert la bouche pour protester, mais la juge a levé la main pour l'arrêter. « De plus, a-t-elle continué, sa voix froide comme la glace, je vais transmettre l'intégralité du dossier de cette affaire au barreau de Paris pour examen. Vous avez représenté M. Leblanc au cours des 6 derniers mois. Si vous aviez connaissance de l'existence de sociétés écrans offshore, de transactions financières illégales, de dissimulation d'actifs à des fins d'évasion fiscale, et que vous n'avez pas signalé cela aux autorités compétentes, vous pourriez faire face à de graves allégations de faute professionnelle. » Charles Dupont est devenu encore plus pâle, si c'était possible. « Votre honneur, je n'avais absolument aucune connaissance de ces sociétés écrans. Mon client m'a caché cette information à moi-même, son propre avocat. » La juge Lefebvre a haussé un sourcil sceptique. « Le barreau le déterminera. Pour l'instant, asseyez-vous et continuez vos fonctions. » Charles est retombé sur sa chaise, mais il l'a éloigné de Pierre, comme si s'asseoir près de lui pouvait être contagieux. La distance entre les deux hommes était maintenant suffisamment grande pour contenir un abîme sans fond. Pierre a regardé autour de la salle, cherchant un visage amical, un regard sympathique, tout ce qui suggérait qu'il n'était pas complètement seul. Mais il n'y avait rien. Son avocat lui avait tourné le dos. Sa maîtresse venait de témoigner contre lui. Sa femme, la femme qu'il pensait d'avoir complètement brisée, s'était levée et l'avait terrassé avec ses propres mots. Et de l'autre côté de la salle était assis Julien Martel, l'homme aux yeux gris d'acier froid, le regardant comme un chat observe une souris acculée dans un coin. « Votre honneur, » Pierre a essayé une dernière fois, sa voix faible et désespérée. « Je demande un report. J'ai besoin de temps pour trouver un nouvel avocat. Je ne peux pas continuer sans représentation légale à mes côtés. » La juge Lefebvre l'a regardé sans une lueur de merci. « Refusé. Vous avez un avocat assis à vos côtés. Que celui-ci souhaite se retirer ou non n'est pas la préoccupation de cette cour pour le moment. Ces débats se poursuivront. » Pierre a jeté un coup d'œil vers les portes de la salle d'audience comme s'il pesait la possibilité de fuir. Mais 2 agents de sécurité montaient la garde là-bas, et leur regard indiquait clairement que toute tentative de partir ne serait pas la bienvenue. Julien s'est penché vers Victor Moreau et a murmuré d'une voix basse et rauque.
Les rats sont toujours les premiers à fuir quand le navire commence à couler. Victor a acquiescé, et je vous assure que Charles Dupont reviendra assez tôt pour témoigner contre son ancien client si cela sauve sa licence. La juge Lefebvre a ouvert le dossier de la décision devant elle, et Pierre Leblanc a compris qu'il n'avait plus nulle part où aller. La juge Patricia Lefebvre a retiré ses lunettes de lecture et les a posées sur le banc avec une lenteur délibérée. Elle est restée silencieuse un long moment. Ses yeux vieillis mais perçants balayant la salle comme si elle pesait chaque mot qu'elle était sur le point de prononcer. 25 ans sur le banc lui avaient montré toutes sortes de divorces, des séparations tranquilles aux guerres sanglantes pour l'argent et la garde. Mais ce qu'elle avait entendu aujourd'hui l'avait fait s'arrêter et réfléchir, non seulement en tant que juge, mais en tant que mère. « Monsieur Leblanc, a-t-elle dit, sa voix basse et autoritaire. Au cours des 25 années où j'ai siégé ici, j'ai vu beaucoup de divorces laids. J'ai vu des maris trompés, des femmes trompées, des couples se déchirer pour le dernier euro. Mais aujourd'hui, vous m'avez montré un niveau d'arrogance et de cruauté que j'ai rarement rencontré dans ma carrière. » Elle s'est arrêtée, a pris une profonde inspiration, comme pour empêcher l'émotion personnelle de franchir une ligne qu'il n'était pas permis de franchir dans une salle d'audience. « J'ai une fille qui a 28 ans, Monsieur Leblanc, le même âge que votre épouse quand elle vous a épousé. Chaque jour, je regarde ma fille. Je vois une jeune femme pleine d'espoir et de rêves, confiante en l'amour et en l'avenir. Et quand je suis assise ici et que j'écoute ce que vous avez fait à votre épouse, contrôlant chaque euro qu'elle dépensait, l'isolant de ses amis et de sa famille, la forçant à signer un contrat par des menaces, puis la traitant d'inutile devant cette cour, je ne peux pas m'empêcher de penser à ma fille. » La voix de la juge Lefebvre s'est abaissée, mais chaque mot tombait comme un marteau. « Si quelqu'un traitait ma fille comme vous avez traité Madame Dubois, je n'émettrai pas simplement une décision, Monsieur Leblanc. Je m'assurerai que cet homme n'oublie jamais ce qu'il a fait. » Pierre était assis là comme cloué à sa chaise, son visage vidé de tout sang. Pour la première fois de sa vie, il a vu une vraie haine dans les yeux d'une étrangère, et cela l'a terrifié plus que toute menace qu'il n'avait jamais reçue. La juge Lefebvre a remis ses lunettes et a ouvert le dossier de la décision, sa voix retrouvant la clarté froide et professionnelle de quelqu'un habitué à décider du destin d'autrui. Basé sur les preuves présentées devant la Cour aujourd'hui, j'émets les ordonnances provisoires suivantes. Premièrement, quant aux actifs, la Cour ordonne le gel immédiat de tous les actifs de M. Pierre Leblanc, y compris tous les comptes bancaires nationaux et internationaux, toutes les sociétés écrans au Luxembourg, aux îles Vierges britanniques, à Malte et en Suisse, ainsi que toutes les holdings de crypto-monnaies, le cas échéant. La seule partie autorisée à accéder à ces comptes sera Mme Marie Dubois, jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu. Deuxièmement, quant à la résidence, Mme Dubois se voit accorder l'usage exclusif du penthouse de l'avenue Foch et de la maison de vacances en Normandie. M. Leblanc a 24 heures pour retirer ses effets personnels limités aux vêtements et articles de toilette, à l'exclusion des bijoux, montres ou tout autre article de valeur. Troisièmement, quant au contrat de mariage, basé sur la preuve que Mme Dubois a signé sous la contrainte et la menace, la Cour déclare l'accord nul et non avenu. Quatrièmement, quant aux allégations criminelles, la Cour transmettra l'intégralité du dossier concernant les déclarations financières sous serment parjure et les soupçons de blanchiment d'argent international au parquet de Paris pour examen et poursuite potentielle. Pierre voulait hurler une objection, mais il n'avait plus de force. Il ne pouvait que rester assis là, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson jeté sur la terre ferme. La juge Lefebvre a continué. Enfin, quant aux honoraires d'avocat, M. Leblanc prendra en charge la totalité des frais de représentation légale de Mme Dubois dans cette affaire. Elle a jeté un coup d'œil à Julien Martel avec un regard lourd de sens.
J'espère que ce sera un montant mémorable, Monsieur Martel. Julien a légèrement incliné la tête, le coin de sa bouche esquissant un sourire froid et bref. Très mémorable, votre honneur. Je vous assure que ce le sera. La juge Lefebvre a frappé le marteau avec un craquement qui a retenti comme le tonnerre. L'audience est ajournée. L'audience finale aura lieu dans 30 jours. Cette session est terminée. Les gens ont commencé à se lever et à se diriger vers les portes. Julien s'est levé et m'a tendu la main. Nous devrions y aller, Madame Dubois. La journée a été longue. J'ai pris sa main et j'ai senti sa chaleur et sa fermeté. Pour la première fois depuis 5 ans, j'ai eu l'impression d'être protégé par quelqu'un qui se souciait vraiment de moi. Nous sommes sortis dans le couloir, Victor Moreau et les 2 assistants juste derrière nous. Mais au moment où les portes de la salle d'audience se sont ouvertes, une mer de flash a explosé en éclairs aveuglants. Madame Dubois, avez-vous un commentaire sur la décision de la Cour? Monsieur Martel, quelle est votre relation avec Madame Dubois? Depuis combien de temps Monsieur Leblanc ment-il? Saviez-vous pour les autres femmes? Des dizaines de journalistes se sont précipités, brandissant des microphones et des caméras vers nous, criant des questions comme une ruche d'abeilles agitée. La nouvelle du divorce d'un riche homme d'affaires, associé à l'apparition mystérieuse de Julien Martel, s'était répandue comme une traînée de poudre, et les médias parisiens ne rataient jamais une histoire aussi irrésistible. Julien s'est immédiatement placé devant moi, son corps imposant formant un mur entre moi et le chaos. Victor Moreau s'est avancé, levant une main pour retenir les journalistes. Pas de commentaires. Veuillez respecter l'intimité de notre cliente. Ils se sont rapidement frayés un chemin à travers la foule, les 2 assistants ouvrant la voie tandis que Julien et Victor me protégeaient au centre. Enfin, nous sommes sortis par une issue de secours du bâtiment où une Mercedes noire nous attendait. Je suis sorti et j'ai pris une profonde inspiration de l'air froid de l'hiver parisien. Pour la première fois depuis 5 ans, j'ai senti que je pouvais respirer. Pour la première fois depuis 5 ans, je me suis senti libre. Mais je ne savais pas que mon cauchemar n'était pas terminé. Car juste au moment où nous allions monter dans la voiture, une vieille de berline cabossée a crissé jusqu'à nous. Et la personne qui en est sortie m'a fait me figer, comme si j'avais vu un fantôme d'un passé lointain revenir dans le présent. L'homme qui est sorti de la vieille berline cabossée semblait avoir environ 58 ans. Ses cheveux poivre et sel, son visage buriné de rides profondes, laissées par le temps et peut-être par la boisson. Les vêtements qu'il portait n'étaient pas déchirés, mais ils étaient usés et froissés, le genre de tissu qui vous dit qu'une vie n'a pas été douce ou prospère. Mais ce qui m'a fait me figer n'était pas son allure minable. C'étaient ses yeux, des yeux bruns, identiques à ceux que je voyais tous les jours dans le miroir. « Papa », ai-je murmuré, ma voix tremblante, comme si le mot avait été tiré du plus profond d'un souvenir que j'avais essayé d'enterrer pendant 17 ans. Thomas Dubois, l'homme qui m'avait abandonné à l'âge de 10 ans, juste après la mort de ma mère, l'homme qui avait disparu sans un au revoir et avait laissé une grand-mère vieillissante élever seule une petite fille solitaire, se tenait maintenant devant moi, arborant un sourire qu'il essayait de rendre amical, mais qu'il ne pouvait empêcher de paraître faux. « Hé, ma chérie », a dit Thomas, sa voix rauque et lourde du rythme glissant de quelqu'un habitué à flatter. « Ça fait longtemps. Je t'ai vu à la télé et je suis venu tout de suite. Ton divorce est le sujet le plus brûlant de tous les journaux. » Julien Martel se tenait à mes côtés, ses yeux gris d'acier se rétrécissant, alors qu'il étudiait l'homme qui était apparu. Il ne parlait pas. Il a seulement fait un signe à Victor Moreau d'un bref regard. Victor a compris immédiatement, et reculé, a sorti son téléphone et a commencé à passer un appel, recueillant déjà des informations sur le nouvel arrivant. J'ai senti ma gorge devenir sèche et amère. 17 ans. Pendant 17 ans, je n'avais pas eu un seul mot de cet homme. Pas d'appel téléphonique, pas de lettre, pas un euro de soutien. Il n'était pas venu aux funérailles de ma grand-mère il y a 3 ans. Il n'était pas là quand j'avais obtenu mon diplôme du lycée ou de l'université.
Il ne savait pas que j'étais marié, avait enduré 5 ans d'enfer, avait perdu un enfant. Et maintenant, soudainement, il était là comme si aucune de ces années n'avait jamais existé. Qu'est-ce que tu fais ici? Ai-je demandé, ma voix se durcissant. Où as-tu disparu pendant 17 ans? Quand maman est morte, tu es parti sans la moindre explication. Grand-mère a dû m'élever seule, travailler jusqu'à l'épuisement pour que je puisse rester à l'école. Et où étais-tu? Thomas a pressé une main sur sa poitrine avec un geste maladroit de chagrin. Je sais, ma chérie, j'ai été un père terrible. J'ai fait une grave erreur. Mais tu dois comprendre, à l'époque, j'étais en difficulté. Je m'écroulais après la mort de ta mère. Je ne pouvais rien affronter. Il a fait un pas de plus, essayant d'avoir l'air sincère. Mais je suis toujours ton père. Le sang, c'est le sang. Tu ne peux pas le nier. J'ai fixé l'homme devant moi et j'ai senti une profonde lassitude me monter. J'avais trop vécu aujourd'hui, avait fait face à trop de vérités brutales. Et maintenant, j'étais forcé de regarder un fantôme d'un passé que je pensais avoir laissé derrière moi. Qu'est-ce que tu veux? Ai-je demandé platement, ma patience à bout de mots. Thomas a jeté un coup d'œil autour de lui avec prudence, comme pour vérifier qui pouvait écouter. Puis il a baissé la voix et a parlé d'un ton faussement intime. Ma chérie, j'ai entendu dire que tu allais recevoir un gros règlement de ton divorce avec cet ex-mari. La presse dit qu'il a caché des dizaines de millions à l'étranger. Je suis un peu en difficulté. J'ai juste besoin d'un petit coup de pouce de ta part. Environ 500 000 € pour pouvoir payer mes dettes et recommencer. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. 17 ans de silence. Et la première chose qu'il a dite quand il m'a revu était de me demander de l'argent. Pas d'excuses, pas d'explications, pas une seule question sur la vie de sa fille. Seulement de l'argent. Tu te montres après 17 ans juste pour me demander de l'argent? Ai-je demandé, ma voix tendue de fureur et de déception. Thomas a changé instantanément lorsqu'il a réalisé que sa fille n'était pas aussi facile à manipuler qu'il l'avait supposé. La fausse chaleur a disparu, remplacée par un regard froid et calculateur. Il a fouillé dans sa veste et en a sorti une pile de papier. « Je ne demande pas », a-t-il dit, sa voix plate. « J'ai un droit. Je n'ai jamais officiellement renoncé à mes droits de pénitentiaire. » En vertu de la loi française, les parents peuvent demander un soutien financier à leurs enfants adultes s'ils sont dans la difficulté. Si tu ne m'aides pas volontairement, je devrais te poursuivre en justice. Et je suppose qu'après ce divorce bruyant, tu ne veux pas un autre scandale éclaboussant les journaux, n'est-ce pas? J'ai tremblé, non pas de peur, mais d'une trahison si profonde qu'elle me laissait vide. Je venais d'échapper à un homme qui m'utilisait. Et maintenant, un autre homme, celui qui aurait dû m'aimer et me protéger plus que quiconque, me menaçait pour de l'argent. Pourquoi, ai-je murmuré, ma voix pleine de désespoir, pourquoi tout le monde veut m'utiliser? Victor Moreau est revenu, se penchant pour chuchoter à l'oreille de Julien, son expression grave. Thomas Dubois, 200 000 € de dettes de jeu dans un casino clandestin en région parisienne. Il l'évite depuis 8 mois. Et cette dette, Victor a marqué une pause délibérée et significative, est due à notre organisation. La bouche de Julien Martel s'est incurvée en un sourire froid, aigu comme la glace hivernale. Comme c'est très commode. Julien Martel s'est avancé, chaque pas résonnant lourdement sur le trottoir comme la mort frappant à une porte. Il s'est interposé entre moi et Thomas Dubois, sa haute silhouette formant une forteresse que personne ne pouvait franchir. Ses yeux gris d'acier se sont fixés sur le visage de l'homme plus âgé. Un homme essayant d'avoir l'air dur même si le malaise commençait à transparaître dans son regard. « Monsieur Dubois, » a dit Julien, sa voix basse et froide comme un vent du nord hivernal. « Je pense que nous devons avoir une conversation. » Thomas a jeté un coup d'œil à l'homme qui s'était placé devant lui. La suspicion mêlée de mépris. « Qui êtes-vous? C'est une affaire de famille entre ma fille et moi. Cela n'a rien à voir avec des étrangers. »
Julien a souri, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. Il était assez froid pour glacer l'air autour d'eux. Je suis celui qui s'assure que personne n'est autorisé à blesser votre fille à nouveau, y compris vous. Thomas a essayé d'agir sans peur, bombant le torse et relevant le menton comme s'il avait encore une certaine autorité. Me menacez-vous? Je suis le père biologique de Marie. J'ai des droits en vertu de la loi. Vous ne pouvez pas m'empêcher de voir ma fille ou de lui demander de remplir son devoir envers son père. Julien a eu un petit rire sec et méprisant. Des droits? Vous voulez me parler de droits? Il s'est approché, et bien qu'il n'ait jamais touché Thomas, sa seule présence a fait reculer instinctivement l'homme plus âgé d'un demi-pas. Permettez-moi de vous rappeler à quoi ressemblent vos soi-disant droits, Monsieur Dubois. Vous avez abandonné votre fille quand elle avait 10 ans. Sa mère venait de mourir, un enfant qui avait plus que jamais besoin de son père. Et qu'avez-vous fait? Vous avez disparu comme si elle n'avait jamais existé. Thomas a ouvert la bouche pour parler, mais Julien ne lui en a pas laissé la chance. 17 ans, Monsieur Dubois. 17 ans sans un appel téléphonique. 17 ans sans une seule lettre. 17 ans sans verser un centime de soutien. Sa grand-mère, une femme âgée, s'est épuisée à la tâche pour que cette petite fille ait de quoi manger et aille à l'école pendant que vous étiez où? En train de jouer dans des casinos, de boire dans les bars. Julien a incliné la tête, ses yeux gris perçant Thomas comme deux faisceaux de lumière. Vous n'étiez pas là pour sa remise de diplôme du lycée. Vous n'étiez pas là quand elle a terminé l'université. Vous n'étiez pas à son mariage, même si c'était un mariage qu'elle n'aurait jamais dû contracter. Et quand sa grand-mère est décédée il y a 3 ans, la femme qui a élevé votre fille à votre place, vous n'avez même pas pris la peine de vous présenter. Mais maintenant que vous entendez que votre fille pourrait recevoir une grosse somme d'argent, soudain, vous vous souvenez que vous êtes un père. Thomas a commencé à transpirer, mais il a quand même essayé de s'accrocher. J'ai des droits en vertu de la loi, a-t-il répété comme un charme, sa voix beaucoup moins confiante maintenant. Victor Moreau s'est avancé à côté de Julien, un dossier à la main. Permettez-moi de clarifier le point juridique, Monsieur Dubois. En vertu du droit français, un parent qui a abandonné son devoir de soutien pendant une période prolongée perd le droit d'exiger un soutien financier d'un enfant adulte. 17 ans sans contact, sans soutien, sans aucune obligation parentale remplie. Vous n'avez aucun droit ici, et toute demande que vous déposerez sera rejetée immédiatement. De plus, vous pourriez faire face à une contre-demande pour harcèlement et extorsion. Le visage de Thomas s'est vidé, son dernier mur défensif s'effondrant. Il a jeté un coup d'œil vers la berline cabossée comme s'il envisageait de s'enfuir. Mais Julien n'avait pas terminé. Et il y a un autre problème, Monsieur Dubois. Julien a fait signe à Victor d'apporter le dossier. Savez-vous combien vous devez à un casino clandestin en région parisienne? Thomas est devenu rigide, son visage blanc comme de la craie. Comment le savez-vous? Julien l'a coupé. 200 000 €. 8 mois de retard, il a incliné la tête. Ce sourire glacé ne quittant jamais sa bouche. Et ce casino, Monsieur Dubois, appartient à des gens que je connais. Très bien, ils ont voulu vous rencontrer pour discuter de votre plan de remboursement. Thomas a tremblé, ses genoux menaçant de céder. Me menacez-vous? Je ne menace personne, a répondu Julien d'une voix égale. Je vous offre un choix. Choix 1. Vous partez maintenant. Vous ne contactez plus jamais votre fille. Pas d'appel, pas de lettre, pas d'apparition surprise. Vous disparaissez de sa vie comme si vous n'aviez jamais existé, ce que vous avez très bien fait pendant 17 ans. En échange, j'efface votre dette de 200 000 €. Julien s'est approché jusqu'à se trouver juste devant Thomas, abaissant sa voix pour que seuls les deux puissent entendre. Choix 2. Vous continuez à harceler ma fille et je laisserai mes connaissances gérer votre dette comme ils gèrent des dettes. Je pense que vous savez comment ils procèdent. Thomas a dégluti difficilement, sa gorge sèche comme le sable du désert. Qui êtes-vous? Julien s'est redressé, ses yeux gris d'acier brillants sous la lumière de l'après-midi.
Je suis l'homme que votre fille a sauvé il y a 5 ans. Je n'oublie pas une dette. Julien a marqué une pause, sa voix baissant encore d'un cran. Et je n'oublie pas un ennemi non plus. Voulez-vous être ami ou ennemi, monsieur Dubois? Thomas est resté là un long moment, regardant Julien, puis Victor et enfin moi, la fille qu'il avait abandonnée 17 ans auparavant. Puis, sans un mot de plus, il s'est retourné et retourné en hâte à la berline cabossée, l'a démarré et s'est éloigné dans le flot de la circulation parisienne. J'ai regardé la voiture jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement, des larmes coulant silencieusement sur mes joues. Mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin ou de regret, c'étaient des larmes de soulagement. J'avais porté le fantôme d'un père abandonnant pendant 17 ans, me demandant toujours pourquoi il ne m'avait pas assez aimé pour rester. Maintenant, j'avais ma réponse, et la réponse était douloureuse. Mais elle m'a aussi libéré d'un poids que j'avais porté trop longtemps. Julien se tenait à mes côtés, sa voix plus douce maintenant qu'elle ne l'avait été avec Thomas. Vous n'avez rien à ressentir du tout. Ce n'est pas votre faute. Votre père est ce qu'il est. Certaines personnes sont nées inaptes à être parents. Je me suis tourné vers lui, mes yeux bruns brillants de larmes. Merci. Julien a secoué légèrement la tête. Ne me remerciez pas, je ne fais que payer ma dette. Mais alors qu'il me guidait vers la Mercedes noire, sa main reposant légèrement sur mon dos pour me guider, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti de toute ma vie. Pour la première fois, j'ai senti que quelqu'un me protégeait vraiment. Pas pour de l'argent, pas pour un avantage, mais simplement parce que je méritais d'être protégé. La Mercedes noire a glissé doucement dans les rues de Paris alors que le crépuscule tombait. Les lumières de la ville commençaient à s'allumer fenêtre par fenêtre comme des millions d'étoiles tombant sur terre. J'étais assise sur le siège arrière, regardant à travers la vitre sans vraiment rien voir. Mon esprit était toujours pris dans le cyclone émotionnel de la journée. Trop de choses s'étaient produites, trop de secrets révélés, trop de gens qui m'avaient trahi et aussi un homme qui m'avait protégé d'une manière dont je n'avais jamais été protégé auparavant. Julien était assis à mes côtés en silence, les yeux gris d'acier fixés droit devant lui, son visage ne laissant rien paraître. Pourtant, je pouvais sentir sa présence stable, comme un roc dans une eau déchaînée. « Vous ne devriez pas retourner au penthouse ce soir », a dit Julien enfin, sa voix basse et bien plus douce qu'elle ne l'avait été face à Thomas ou Pierre. « Il y a trop de souvenirs là-bas. J'ai préparé un petit appartement à Montmartre, calme et sûr. Vous pouvez y rester jusqu'à ce que les choses se tassent. » J'ai acquiescé, trop épuisé pour discuter ou même poser des questions. Je voulais seulement un endroit pour me reposer. Un petit coin où je pourrais me recroqueviller et d'essayer de donner un sens à tout ce qui s'était passé. La voiture s'est arrêtée devant un immeuble ancien, mais bien entretenu dans le quartier de Montmartre. Un quartier tranquille bordé d'érables perdant leurs dernières feuilles dorées de fin d'automne. Julien m'a conduite au 3e étage et a ouvert la porte d'un petit appartement qui semblait chaleureux, malgré sa simplicité, meublé avec un soin discret. Une lumière jaune douce, un bouquet de fleurs fraîches sur la table, et sur la table en bois près de la fenêtre, un ensemble de peintures professionnelles encore scellées dans sa boîte, le genre cher que je n'avais osé admirer que derrière une vitrine de magasin. Je suis entré, mes doigts effleurant la boîte, mes yeux se brouillant de larmes. « Pourquoi êtes-vous si bon avec moi ?» Je me suis tourné vers Julien, ma voix tremblante. Juste parce que j'ai appelé une ambulance il y a 5 ans, n'importe qui aurait fait ça. Julien se tenait près de la fenêtre, regardant le scintillement lointain des lumières de Paris. Il est resté silencieux longtemps avant de répondre, et quand il a finalement parlé, sa voix portait quelque chose que je n'avais jamais entendu de sa part auparavant, plus douce et en quelque sorte plus blessée. Pas tout le monde aurait fait ça. Il s'est retourné vers moi, les yeux gris d'acier distants, comme s'il regardait droit dans cette nuit orageuse d'il y a 5 ans. J'ai été trahi par l'homme en qui j'avais le plus confiance. Mon associé, celui que je traitais comme un frère, m'a vendu à mes ennemis en échange de pouvoir et d'argent.
Ils m'ont tendu une embuscade dans cette ruelle, m'ont tiré dessus 3 fois, une à l'épaule, une à la poitrine, une à l'abdomen, puis ils sont partis, certains que je mourrais. Julien s'est rapproché, sa voix s'abaissant. Je suis resté là pendant 2 heures sous la pluie dans mon propre sang. Des centaines de personnes sont passées. Je les ai vus. J'ai entendu leurs pas. Certains m'ont vu et ont continué à marcher quand même. Certains n'ont même pas regardé. Je pensais que j'allais mourir seul dans cette ruelle sale. Et personne au monde ne s'en soucierait. Il s'est arrêté et a pris une profonde inspiration. Puis vous êtes apparu, une jeune femme avec un manteau fin, agenouillée à côté d'un étranger mourant. Vous n'avez pas fui, vous n'avez pas paniqué. Vous avez pressé votre manteau sur mes blessures et m'avez dit « N'aie pas peur, je ne te laisserai pas. » Il a regardé droit dans mes yeux. Savez-vous que c'était la première fois depuis de nombreuses années que quelqu'un me disait cela? J'ai senti mon cœur se serrer. Je n'avais pas imaginé que mon petit acte cette nuit-là pût signifier tant de choses pour qui que ce soit. Julien a continué, sa voix plus discrète, comme s'il avouait quelque chose qu'il était difficile de dire à voix haute. Et vous voulez savoir pourquoi il m'a fallu 5 ans pour venir à vous? Non seulement parce que vous étiez difficile à trouver, mais parce que je ne savais pas quoi vous dire. Il s'est retourné vers la fenêtre, dos à moi. Dans mon monde, je sais menacer, négocier, contrôler. Je sais comment effrayer les ennemis et rendre les alliés fidèles. Mais je ne sais pas dire merci. Je ne sais pas prendre soin de quelqu'un sans que cela ne devienne une faiblesse qui puisse être exploitée. J'ai vécu toute ma vie dans l'obscurité, et vous étiez la première lumière que j'ai vue depuis très longtemps. Je ne savais pas quoi faire avec ça. Je suis restée silencieuse, assimilant ce que j'avais entendu. Puis j'ai demandé, douce mais directe, « Vous êtes un homme mauvais, n'est-ce pas? » Julien s'est tourné vers moi et n'a pas détourné le regard de mes yeux. J'ai fait de mauvaises choses, j'ai blessé des gens. Je vis dans l'obscurité et je contrôle des choses dont les gens ordinaires ne veulent jamais savoir l'existence. Je ne suis pas un homme bon selon la définition habituelle. J'étais là regardant l'homme devant moi, l'homme qui venait d'admettre qu'il appartenait au milieu. L'homme avec une sorte de pouvoir qui faisait trembler Pierre Leblanc et Thomas Dubois. J'aurais dû avoir peur, j'aurais dû vouloir m'enfuir, mais étrangement, je ne ressentais pas de peur. Les seuls hommes mauvais que je connaisse, ai-je dit, ma voix calme et assurée, sont ceux qui étaient censés m'aimer et m'ont détruite à la place. Mon mari qui a juré de me protéger pour le reste de ma vie, m'a transformée en prisonnière dans ma propre maison. Mon père, qui aurait dû être mon refuge, m'a abandonné, puis est revenu pour me menacer pour de l'argent. Ils ont tous dit qu'ils s'inquiétaient, mais ils ne voulaient que me contrôler et m'utiliser. Je me suis rapproché de Julien, levant mon visage vers le sien. Et vous? Vous ne m'avez forcé à rien. Vous avez attendu que je me lève seul. Vous m'avez protégé, non pas parce que vous vouliez me posséder, mais parce que vous pensiez que je méritais d'être protégé. Peut-être que vous n'êtes pas parfait. Peut-être que vous avez fait des choses terribles. Mais pour moi, vous êtes le seul qui ait jamais vraiment été bon avec moi, sans rien demander en retour. Julien m'a regardé et pour la première fois, quelque chose s'est adouci dans ses yeux gris d'acier. Quelque chose qu'il avait gardé caché pendant des années. « Pour vous, a-t-il dit doucement, j'essaierai de devenir un homme meilleur. » Il n'est pas resté longtemps. Il m'a laissé un téléphone noir avec un seul numéro de contact programmé et m'a dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit, je devais appeler et il répondrait, peu importe où il se trouvait. Puis il est sorti, sa haute silhouette s'effaçant derrière la porte qui se refermait. Je me suis assise à la table, j'ai ouvert le set de peinture et j'ai trouvé un petit morceau de papier soigneusement plié à l'intérieur. Je l'ai déplié et j'ai lu les mots manuscrits à l'encre noire, les lettres fortes mais soignées. N'oubliez jamais que vous avez de la valeur. GM. J'ai souri et pour la première fois depuis très longtemps, c'était un sourire qui venait de mon cœur. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Je ne savais pas où cette étrange connexion entre moi et Julien Martel pourrait mener. Mais je savais une chose.
quelqu'un dans ce monde se souvenait de moi. Et parfois, c'était tout ce dont on avait besoin pour recommencer. 6 mois ont passé depuis ce jour fatidique au tribunal. Et Marie Dubois est devenue une personne entièrement différente. Non pas un changement qui s'est produit du jour au lendemain. Pas quelque chose de facile ou de fluide comme dans les contes de fées. Il y a des nuits où je me réveille encore de cauchemars, trempé de sueur, le cœur trébuchant et s'emballant alors que les souvenirs de 5 ans emprisonnés dans cet enfer de mariage s'abattent sur moi comme un raz de marée. Il y a des jours où je ne veux pas sortir du lit, ne veux pas affronter le monde extérieur, veux seulement me recroqueviller sous les couvertures et disparaître de tout. Mais chaque fois que cela arrive, je regarde la boîte de peinture sur la table, me souviens des lettres GM sur cette petite note et me rappelle que je suis allé trop loin pour abandonner maintenant. Je commence à voir un thérapeute 2 fois par semaine, apprenant à reconnaître et à défaire les blessures que Pierre a gravées dans mon esprit. Je rejoins un groupe de soutien pour les femmes qui ont survécu à la violence psychologique. Et pour la première fois, je comprends que je ne suis pas seul, que des millions de femmes à travers ce monde ont vécu ce que j'ai vécu et le vivent encore. J'apprends à dire les 3 mots que j'avais le plus besoin d'entendre. Ce n'est pas ma faute. Financièrement, je refuse d'accepter quoi que ce soit d'autre de Julien au-delà de l'appartement de Montmartre et de la boîte de peinture. Je vis sur l'avance de 5 000 € par mois, approuvée par le tribunal sur la masse matrimoniale, en attendant la décision finale. Ce n'est pas beaucoup dans une ville aussi chère que Paris. Mais j'ai appris à vivre avec prudence après 5 ans à avoir chaque euro contrôlé. Je recommence à peindre pour la première fois depuis si longtemps, non pas parce que quelqu'un l'autorise ou l'exige, mais parce que j'en ai envie. Je peins de petites pièces et les mets en vente sur des sites web d'artistes indépendants. Au début, elles rapportent quelques dizaines d'euros chacune, puis quelques centaines. Puis les gens commencent à passer des commandes personnalisées. Étape par étape, je reconstruis ma vie de mes propres mains et avec le talent que Pierre appelait autrefois inutile. Et ce soir, 6 mois après le procès, je suis au milieu d'une galerie de Saint-Germain-des-Prés, dans une robe rouge flamboyante, mes cheveux bruns brillants tombant sur mes épaules, mes yeux illuminés d'une joie que j'avais oubliée possible. Autour de moi sont accrochées des dizaines de peintures que j'ai créées moi-même, chacune racontant une histoire d'un voyage de l'obscurité à la lumière, de la souffrance à l'espoir, de la ruine à la renaissance. L'exposition s'appelle Renaissance, et toutes les pièces sont vendues le soir du vernissage. La pièce maîtresse, l'œuvre dans laquelle j'ai le plus investi de moi-même, est une peinture d'une ruelle sombre par une nuit pluvieuse, 2 mains jointes dans une mare d'eau sous un faible réverbère. Je l'ai nommée Nuit de pluie et lumière, et elle est vendue 85 000 € à un collectionneur anonyme. J'ai le sentiment de déjà le connaître. Dans la foule d'invités élégants, un visage familier apparaît qui me fait presque craquer. Manon Tran. C'est en moi, madame. Manon Tran, mon ancienne collègue de l'époque où je travaillais dans une galerie avant d'épouser Pierre, se tient devant moi avec des yeux rougis et un sourire éclatant. Marie, dit Manon, prononçant mon nom, j'ai essayé de te joindre pendant 5 ans. Ton téléphone était toujours éteint ou injoignable. Je pensais que tu m'avais oublié. Je serre mon ancien ami dans mes bras, des larmes coulant sur mes joues. Je sais, maintenant je sais pourquoi. Ce n'était pas ta faute, Manon. Ce n'était la faute de personne d'autre que la sienne. Sur l'écran de télévision dans le coin de la galerie, les informations montrent Pierre Leblanc dans une combinaison orange de prisonnier, escorté par des agents dans un centre de détention fédéral. La voix du présentateur continue régulièrement, annonçant que Pierre Leblanc a été condamné à 8 ans de prison pour blanchiment d'argent international, évasion fiscale et parjure devant une cour fédérale. De plus, il est ordonné de céder l'intégralité de sa fortune à son ex-épouse et de payer des millions d'euros d'amendes au gouvernement. Charles Dupont, son avocat, a également vu sa licence d'avocat révoquée de manière permanente par le barreau de Paris pour complicité dans la dissimulation d'informations pour son client.
Je regarde Pierre sur l'écran. L'homme qui avait déclaré que je ne valais pas un centime entre maintenant, en prison menottée, le visage complètement brisé. Je ne ressens ni jubilation ni triomphe. Je ressens une paix étrange, comme si un chapitre était enfin clos et qu'un autre s'ouvrait. Sophie Duval, la maîtresse qui a témoigné contre Pierre, a également gagné son propre procès civil et a récupéré l'appartement sur la Côte d'Azur qu'elle était censée recevoir. Même l'enfant de Lyon, Marc, a finalement obtenu un fonds fiduciaire sécurisé grâce aux actifs saisis de Pierre, garantissant que le garçon n'aurait jamais à grandir sous l'ombre de la négligence de son père. Et Thomas Dubois, mon père biologique, a complètement disparu, comme il l'avait promis à Julien. Et je ne ressens aucune tristesse en y pensant. Certaines personnes ne méritent pas une place dans ma vie, et j'ai appris à accepter cela. Vers la fin de l'exposition, lorsque presque tous les invités sont partis, je m'assois seul devant Nuit de pluie et lumière, étudiant ma propre œuvre avec une fierté que je n'avais jamais vraiment ressentie auparavant. Le téléphone noir que Julien m'a laissé vibre doucement dans ma poche. Je le sors et lis le message sur l'écran. J'ai entendu dire que l'exposition était un succès spectaculaire. Félicitations. Vous méritez tout cela. GM. Je souris et tape une réponse avec mon pouce. Merci, où es-tu? La réponse arrive presque instantanément. Loin, mais je vous vois toujours. Je regarde autour de la galerie, maintenant presque vide. Et soudain, je remarque une silhouette familière debout dans le coin le plus éloigné de la pièce, là où la lumière n'atteint pas. Un homme grand en costume noir, les yeux gris d'acier me regardant avec un regard que j'ai manqué pendant 6 mois. Julien Martel ne vient pas me saluer. Il reste juste là, offre un léger sourire lorsque nos yeux se croisent dans la pièce, puis incline la tête en signe de reconnaissance. Et se tourne pour partir, sa haute silhouette s'effaçant dans la nuit parisienne. Mon téléphone vibre à nouveau. Quand vous serez prête, je vous emmènerai dîner. Pas de précipitation. J'attendrai. Je fixe le message, mon cœur s'accélérant d'un battement. Je tape ma réponse lettre par lettre. Je serai prête. Je ne sais pas où cette étrange connexion entre Julien Martel et moi nous mènera. Peut-être deviendrons-nous amis. Peut-être quelque chose de plus. Ou peut-être resterons-nous deux étrangers, unis par une nuit pluvieuse et une dette qui ne pourra jamais être mesurée en argent. Qu'en pensez-vous? C'est difficile de savoir ce que l'avenir réserve quand tant de choses ont été brisées. Mais quoi qu'il arrive, je sais une chose. J'ai survécu. Je me suis relevé des cendres d'un mariage brisé, de l'humiliation et du contrôle, de la trahison d'un père biologique et de la cruauté d'un mari. Je suis né de nouveau. Quand je signe mon nom sur le dernier tableau qui n'a pas encore été vendu, j'écris Monsieur Dubois, comme toujours. Mais cette fois, j'ajoute dans le coin inférieur 2 petites initiales que seul moi comprends. GM. Parce qu'il y a des gens qui vous sauvent la vie, et il y a des gens qui vous donnent une raison de continuer à vivre. Et parfois, c'est la même personne.